Je suis Odile Setter, je fais partie du conseil d'administration de la PACOM et à ce titre, j'ai la charge d'ouvrir cet atelier en vous disant un petit mot sur les conditions particulières de cet atelier web, puisque en fait, il est exceptionnellement ouvert aux non-adhérents. Certains en font partie, je pense, parmi vous. Pourquoi exceptionnellement? Parce que en fait, il rentre dans le cadre d'une campagne de communication qui s'appelle Fais rugir ta boîte, que nous avons lancée il y a une quinzaine de jours, 3 semaines bientôt. Campagne de communication qui vise à inciter les entreprises notamment à prendre la parole, à continuer à prendre la parole, c'est-à-dire communiquer, même en ces temps compliqués. Peut-être que vous en avez vu des visuels, voilà, peut-être sur les réseaux sociaux ou dans la presse économique. Et cet atelier, comme d'autres ressources, sont effectivement pendant ce mois de campagne ouverts à tous. Donc j'espère que cet échange pourra vous servir bien évidemment. Et puis je vous invite à retrouver toutes les autres ressources disponibles en ligne sur le site de la PACOM. Voilà. Bon atelier à tout le monde. Merci Odile. Je vais partager mon écran. Ah mince. Sylviane, est-ce que je peux partager mon écran? Est-ce que tu peux m'ouvrir l'option, s'il te plaît? C'est bon? Ok. Normalement, vous voyez ce beau lion qui s'affiche. C'est bon pour tout le monde. Alors, pourquoi j'ai pas excusez-moi, je veux juste pouvoir afficher. Pourquoi je vois pas les questions qui sont posées par la conversation? Appuie sur converser en bas. Ouais, mais j'ai plus le truc. Bon, c'est pas très grave. Je suis désolée, hein, j'essaie juste de comprendre une histoire. Bon, on va le faire à l'ancienne. Si vous avez des questions, vous prenez la parole et puis on s'arrêtera. J'ai plus, comme j'ai partagé mon écran. Ah si, je l'ai là. Hop, pardon, excusez-moi. C'est bon, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, soit vous avez une question absolument pendant l'atelier et vous pouvez la poser à l'oral. Vous pouvez aussi l'écrire, parce que maintenant je les vois. Et comme ça, je prendrai le temps d'y répondre. Voilà. Donc, l'objet de l'atelier aujourd'hui, c'était, donc comme l'a dit Odile tout à l'heure, c'était de donner quelques clés pour la communication, pour les entreprises. Aujourd'hui, il y a de multiples moyens de communiquer, surtout sur le web. Il y a une offre d'outils disponibles qui est très très large. Et souvent, on a tendance à ne pas savoir quoi prioriser, à faire un peu tout et du coup un peu rien. Et donc, c'est toujours un peu compliqué de faire des choix, qui soient viables dans la durée, qui soient adaptés à notre cible, adaptés à notre entreprise, adaptés à notre secteur. Et aujourd'hui, on va faire un peu un état des lieux de ce qui est disponible et surtout, on va se questionner sur comment est-ce qu'on fait pour choisir les bons outils et avoir des plans de communication qui vont ensuite être performants sur le web. Je vais vous donner un temps de ma part où on va voir ce panorama et les étapes donc, du plan de communication. Ce qui est le plus intéressant, ce sera certainement le temps d'après, le temps des questions. Si vous avez des questions concrètes, des cas concrets, si vous voulez partager vos expériences, si vous avez besoin d'éclairage en particulier, il ne faudra surtout pas hésiter. Après, on aura ce temps de questions tous ensemble et puis moi, je pourrais y répondre, mais je sais qu'il y a plein de gens très, très compétents aussi parmi l'auditoire qui pourront aussi potentiellement prendre la parole s'ils ont un éclairage à donner aussi.
Juste petite présentation, moi je suis donc Marine Lasserre, je travaille sur les mots en particulier, en stratégie de contenu, en conception et rédaction, en référencement web. Et j'ai créé 2 structures différentes. J'ai créé Redactographe, qui est une agence éditoriale de naming et une agence de référencement naturel. Et Oraka, qui est un centre de formation spécialisé dans le digital, où justement on accompagne beaucoup de TPE, d'entrepreneurs sur les questions du digital pour se former et avoir les connaissances nécessaires sur le monde du digital. J'ai essayé ici de vous faire un petit panorama de ce qui pouvait exister. On va passer un peu de temps pour détailler sur le web comment est-ce qu'on peut prendre la parole et où est-ce qu'on peut prendre la parole pour toucher sa cible. Donc déjà, ça va se passer sur souvent. Après, rien n'est obligatoire. Hein. Après, c'est des histoires de priorité, de choix qu'on va faire. Mais en général, ça se passe d'abord sur un site web. Comment est-ce qu'on va faire pour optimiser son site de façon à ce que le lecteur puisse trouver l'information et que le lecteur, l'internaute trouve l'information, mais sache aussi quoi faire, quelle action entreprendre, comment rentrer dans ce fameux tunnel de vente pour à la fin effectuer son achat, sa réservation, sa demande de devis. Donc, ça demande un travail d'ergonomie, un travail de texte, évidemment. Ça demande aussi souvent de la création d'un blog qui permet de donner de l'information dans son secteur. Donc, il y a d'abord un gros travail à faire sur un site web. Et ensuite, il y a plein d'endroits, plein de lieux sur le web où on peut prendre la parole et on peut se démarquer, on peut toucher sa cible. On peut parler de référencement. Déjà, vous voyez en haut à gauche, le référencement, ça se passe en grande partie sur Google. Pour la forme, je vous ai mis d'autres moteurs de recherche comme Bing ou Quant, il y en a d'autres encore, mais en général, on parlera de Google. Donc, il y a tout ce qui s'appelle le SEM, le Search Engine Marketing, qui va englober le SEO et le SIA et le SMO, mais ça, je ne parlerai pas forcément. Donc, le SIA, c'est le Search Engine Advertising, donc c'est la publicité sur les moteurs de recherche, c'est le fait de se positionner sur des mots-clés sur lesquels on veut apparaître pour pouvoir ensuite, donc on se positionne en faisant des enchères sur ces mots-clés-là et on attire comme ça du trafic sur son site web. Ça peut se dérouler directement sur la SERP, la page de résultats du moteur de recherche. Ça peut aussi, donc à l'intérieur des résultats, et ça peut aussi apparaître si vous avez un site e-commerce dans Google Shopping. Donc c'est un peu le même principe, c'est un principe au CPC, au coût par clic. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur votre résultat, vous allez être débité d'une certaine somme en fonction de l'enchère que vous aurez bien voulu y mettre. Donc tout ça, c'est ce qu'on va appeler le référencement payant. Et à côté de ça, vous avez le référencement naturel, le SEO, Search Engine Optimization. Ce SEO va vous permettre de remonter tout naturellement, je mets des guillemets, dans les moteurs de recherche sur des requêtes données. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, des barbecues, l'idée, c'est que vous puissiez remonter sur achat barbecue, par exemple, quand quelqu'un va taper achat barbecue dans un moteur de recherche. Le Graal que vous cherchez, c'est d'arriver en première position sans avoir rien payé. Honnêtement, ça ne se passe jamais. Sans avoir rien payé, je veux dire, soit on paye Google, soit on paye du travail sur le site internet pour son optimisation, soit on paye de la popularité, ou au moins on met beaucoup de temps à le faire. Mais sur les moteurs de recherche, on parle souvent de référencement gratuit, mais en vrai, rien n'est jamais gratuit. Ça se saurait sinon. La plateforme de Google Ads nous propose aussi une autre possibilité pour acquérir du trafic et montrer sa marque. C'est le fameux display. Ce display, c'est le fait, donc Google est un intermédiaire entre la marque qui veut vendre, qui veut afficher une bannière publicitaire et un site qui veut se rémunérer en affichant des bannières publicitaires. Et donc, ça vous permet de pouvoir
voilà, afficher, je sais pas moi, vos barbecues sur le site de quelqu'un qui est potentiellement, a potentiellement des visiteurs qui pourraient être intéressés par vos barbecues. Là, il y a différents types de paiements. Ça peut être au CPC aussi au coût par clic, ou ça peut être au CPM au coût par 1000. Donc, selon 1000 impressions, vous êtes débité d'une certaine somme. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui va se passer sur les moteurs de recherche. De l'autre côté, vous avez tout ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de réseaux sociaux. Votre cible n'est pas forcément partout. À vous de savoir où est-ce que votre cible est pour pouvoir la toucher. Sur les réseaux sociaux, on peut faire, entre guillemets, du simple community management. C'est jamais simple, c'est toujours du temps. Voilà, c'est le fait de faire vivre sa marque, de faire vivre de communiquer, de créer ce qu'on appelle la communauté, donc d'avoir des fidèles un petit peu qui vont nous suivre et de pouvoir marquer son empreinte quelque part. Vous avez aussi la possibilité de payer via du shopping, pareil, via du Facebook Ads, etc. La grande part de visibilité que vous pouvez avoir sur les réseaux sociaux passe aussi par les influenceurs. Donc, c'est ces comptes qui vont permettre de donner à voir votre marque, votre produit. Quand vous êtes face à cette possibilité-là, est-ce que je fais du référencement naturel? Est-ce que je fais des réseaux sociaux? Si vous n'avez pas les moyens, le temps ou je ne sais pas de faire les deux, comment est-ce qu'on priorise? Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le produit que je vends répond à un besoin exprimé par mes clients, par ma cible? Si vous vendez un produit qui est ultra innovant, que personne ne connaît, qui ne répond pas à un besoin précis, dans ce cas-là, personne ne va aller sur Google pour taper son besoin et donc vous ne correspondrez à aucune requête qui sera exprimée. Dans ce cas-là, ce serait intéressant de plutôt passer par de la publicité sur les réseaux sociaux pour créer le besoin, trouver une audience qui correspond à votre cible et pouvoir lui donner à voir votre produit, ce qui va lui permettre d'en prendre connaissance et de se dire « Ah ben oui, finalement, je ne pensais pas en avoir besoin, mais j'en ai besoin. » Donc, cette idée de besoin exprimé permet souvent de faire la part des choses entre du référencement sur les moteurs de recherche et de la présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez tout ce qui est, en termes de communication digitale, vous avez tout ce qui est autour de l'email. Donc, vous avez la newsletter d'un côté et l'email, on va dire plutôt commercial de l'autre côté, qui vont répondre à des besoins différents. La newsletter, ça va plus répondre à un besoin de communication et l'email commercial a un besoin de marketing. C'est-à-dire que la newsletter, ça a un côté éditorial, c'est fidéliser, donner des nouvelles, créer un rendez-vous qui peut être hebdomadaire, mensuel. L'email commercial, c'est avec un but d'achat, donc il y a forcément un appel à action derrière et quelque chose, un produit, ou une offre, une promotion qui va être mis en avant. Ensuite, votre présence sur le web va se jouer sur là où vous êtes présent, donc votre site, vos réseaux sociaux, vos mails, mais là aussi où vous n'y êtes pas. Comment est-ce que les gens, les autres sites internet vont pouvoir parler de vous? Vous pouvez avoir, et c'est fortement recommandé en particulier quand vous travaillez votre référencement naturel, vous pouvez avoir des liens qui sont faits depuis d'autres sites vers votre site internet. Donc, comment est-ce que quelqu'un parle de votre marque et fait un lien vers votre site pour promouvoir et améliorer la popularité de votre site internet. Et enfin, vous avez les processus d'affiliation. Les processus d'affiliation, c'est ces liens-là qui sont faits, qui sont rémunérés. Donc, je sais pas moi, un site fait un lien vers votre site et à chaque fois qu'une personne vient sur votre site via ce lien-là et achète derrière, le site qui a fait le lien a une commission qui est définie. Alors après, il y a des plateformes d'affiliation, on peut aller un peu plus loin là-dedans, mais c'est aussi une autre façon d'afficher sa présence.
Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de possibilités et que souvent, c'est difficile de faire le choix, de se dire est-ce que j'améliore mon référencement, mais est-ce que j'aurais aussi besoin d'être présent sur les réseaux sociaux, mais sur quel réseau je vais me positionner, est-ce que Facebook, c'est encore à la mode, est-ce qu'il faut que je sois sur LinkedIn, j'ai vu que TikTok, il y avait des vidéos qui passaient partout, il faudrait que je le fasse, et finalement, je vais aussi faire une newsletter, je vais la faire tous les mois, et puis finalement, j'ai pas le temps, donc je vais la faire tous les 2 mois, et puis finalement, on se perd complètement dans les choix qu'il faut faire parce qu'il y a cet éventail qui est très large et qui nous perd complètement. Donc, commençons par ce qu'il ne faudrait pas faire. Surtout, alors je reviens à des basiques, mais ces basiques, souvent, ils ont besoin d'être redits. La première chose à ne pas faire, c'est se lancer sans stratégie. Ça paraît logique, mais si on ne sait pas ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quels objectifs, quelles cibles, etc., on le fera forcément mal, on ne le fera pas assez bien, on ne sera pas efficace. Donc, se lancer sans stratégie, c'est la dernière des choses à faire. À l'intérieur de sa stratégie, il va falloir penser à son positionnement de marque. Vous êtes dans un espace concurrentiel, vous n'êtes pas la seule entreprise à faire ce que vous faites. Où est-ce que vous vous situez? Comment vous vous démarquez de vos concurrents? Quel est le pas de côté que vous allez faire pour toucher votre cible et pour afficher votre différence? En parlant de cible, une chose à ne pas faire, c'est ne pas définir sa cible ou le faire de façon trop légère. Oh, moi, je m'adresse aux jeunes. Oui, mais tous les jeunes ne sont pas pareils. À quel jeune on s'adresse? Quel âge? Quelle problématique? Qu'est-ce que ces jeunes recherchent? Ça va être quelque chose sur lequel il va falloir passer beaucoup de temps au début. Qu'est-ce qu'on ne faudrait pas faire? Perdre du temps et de l'argent sur des actions non performantes. Ce n'est pas parce que tout le monde fait une newsletter ou tout le monde est présent sur Facebook qu'il faut absolument le faire si jamais ce n'est pas efficace et si ça ne correspond pas à votre stratégie. Finalement, vous allez juste perdre du temps et de l'argent et ne rien avoir en retour. Et je finirai par quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais le fait de vouloir être partout. Et en fait, on n'y est jamais vraiment. On essaye de créer des comptes sur tous les réseaux sociaux qui existent et finalement, on n'a pas le temps de faire les choses efficacement sur chaque réseau social et on se perd. Et notre parole, elle est complètement noyée parmi les autres paroles puisque ce n'est pas une parole qui va être efficace et qui va être audible. Donc, le but, là, c'est d'avoir un plan de communication qui est relativement rodé et qui devrait passer par ces 6 étapes qu'on va détailler. La première étape, ça va être de définir sa marque. Qui est-ce qu'on est? Quelle est notre entreprise? Cette définition va passer par la définition d'un objectif. Pourquoi votre marque existe? Quelle est sa raison d'être? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quel est son rôle dans la société, donc quel est l'objectif de votre entreprise. À côté de cet objectif, il y a la vision de votre marque. À quoi est-ce que le monde ressemblerait si jamais vous atteignez votre objectif? Si votre raison d'être, c'est, je ne sais pas moi, pas d'idée, jamais d'idée quand il faut. Votre raison d'être, c'est, je sais pas moi, de révolutionner totalement le monde des barbecues par un barbecue totalement écologique. À quoi ressemblerait la vision? À quoi ressemblerait le monde? Ce serait d'améliorer, je sais pas moi, l'empreinte écologique, puisqu'on n'aurait plus besoin de charbon pour notre barbecue. Excusez-moi pour l'exemple. Ensuite, il y a la mission. Comment est-ce que votre vision va se matérialiser? Quelle expérience vous allez faire vivre à vos clients, à votre cible? Tout ça, cet objectif, cette vision, cette mission, c'est lié à l'expérience que vous allez pouvoir offrir à votre cible. Définir sa marque, c'est aussi définir les valeurs sur lesquelles vous voulez vous positionner, les principes que vous voulez défendre. Et ces principes vont pouvoir guider votre prise de parole. Et on en a déjà parlé, mais très, très important, votre positionnement. Comment est-ce que vous vous démarquez de la concurrence? Comment est-ce que vous allez... quel espace vous allez occuper dans l'univers concurrentiel? Tout ça, ça demande de passer du temps dessus. Ce n'est pas des choses à rédiger comme ça dans un coin de table à un moment donné en disant « Oh, ben, je veux faire ça ». Oui, mais en fait,
notre parole ne sera jamais suffisamment forte si on n'a pas suffisamment bien défini sa marque en avant, sa raison d'être, sa mission. Et voilà, il faut passer du temps et voir se faire accompagner par des personnes compétentes. Ensuite, définir sa cible. Très, très important en communication. À qui est-ce qu'on parle? À qui est-ce qu'on s'adresse? Parce que si on sait à qui on s'adresse, on saura comment les toucher. Alors, il y a plein de manières de définir les cibles. J'imagine que vous avez tous entendu parler des personas qu'on peut faire. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est de la connaître le plus finement possible. Qui est-elle? Quelles vont être ses problématiques? Par exemple, si vous voulez performer en référencement naturel et remonter sur les pages de résultats des moteurs de recherche, savoir la problématique de votre cible va déjà vous aiguiller à vous dire qu'est-ce que ma cible va taper comme requête dans le moteur de recherche. Est-ce qu'elle cherche une alternative au barbecue? Est-ce qu'elle cherche un barbecue performant? Est-ce qu'elle cherche... Et là, ça ne sera pas forcément les mêmes mots-clés du coup que vous aurez à positionner sur votre site internet en fonction de la problématique de votre cible. Quelles sont ces habitudes? Ces habitudes vont beaucoup vous aider, par exemple, si jamais vous voulez travailler sur les réseaux sociaux. À quel moment est-ce qu'elle se connecte, qu'est-ce qu'elle fait, quels sont les comptes qu'elle aime suivre, quelles sont les marques qu'elle aime suivre, où elle a ses habitudes d'achat, sur quels réseaux sociaux, qui, quand, comment. Tout ça, ça va vous permettre, encore une fois, de définir ensuite vos actions de communication. Et votre cible, quels vont être ses freins à l'achat et comment est-ce que vous allez ensuite pouvoir la convaincre et lever ces freins-là. Une fois que vous savez qui vous êtes et à qui vous parlez, c'est juste à ce moment-là que vous allez pouvoir établir votre plan de communication. Savoir avant si vous allez être sur Facebook, sur Instagram ou faire une newsletter ou demander des liens d'affiliation, vous n'y arriverez pas ou vous le ferez mal. Ça demande, ce plan d'action et de choisir le canal de communication ne vient qu'en troisième point dans un plan de communication. Première chose, on définit des bons objectifs. Qui dit bon objectif dit objectif SMART. J'imagine que vous avez tous vu cette dénomination. En dehors de ce truc vu et revu, ce qui est important de retenir dans un objectif, c'est que cet objectif, il doit être mesurable, absolument. Il faut que vous sachiez ensuite si votre objectif, il est rempli ou il n'est pas rempli. Est-ce que vos objectifs, c'est juste, vous avez un objectif, je ne sais pas moi, d'acquérir du trafic sur votre site internet, c'est beaucoup trop large. Combien de visites vous voulez avoir, premier mois, deuxième mois, troisième mois, quelle augmentation? Est-ce que votre seuil acceptable, il est atteint ou il n'est pas atteint? Donc, un bon objectif est simple et spécifique, il est clairement énoncé, il est mesurable, il est atteignable. Si on essaye d'atteindre la Lune, on n'y arrive pas et ça démotive. Il est réaliste, c'est quelque chose que vous pouvez remplir et il est temporellement défini. Je veux pas améliorer ma notoriété, je veux avoir plus 60 abonnés sur ma page Facebook par mois. Chaque mois, je regarde, c'est rempli, c'est pas rempli. Une fois que j'ai mes objectifs, je peux donc définir mes canaux de communication. Est-ce que et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir prioriser entre travailler son référencement naturel. On n'a pas le temps de travailler son référencement naturel, on veut être présent sur les moteurs de recherche. Dans ce cas-là, on passe par du référencement payant. Je veux améliorer ma présence et créer une communauté. Sur quel réseau social je vais? J'ai une audience déjà, j'ai une communauté. Comment est-ce que je la fidélise? Est-ce que je fais une newsletter? Est-ce que je ne fais pas de newsletter? Comment j'accrois ma popularité? Tout ça, voilà, il va falloir, vous, à moins d'être multinational, mais vous ne pourrez pas tout faire. Donc, c'est à vous de vous dire, en fonction de qui je suis, de qui est ma cible, de où elle est, des objectifs que j'ai à remplir, qu'est-ce que je fais? Et ça, il n'y a pas une réponse donnée parce que ça va dépendre de chaque cas
d'entreprise. Et si vous voulez qu'on discute après de vos problématiques, on pourra le faire dans le moment des questions-réponses. Moi, je n'ai pas de recette miracle. Je pense que personne n'a de recette miracle. Si quelqu'un a une recette miracle, il faut qu'il nous la donne tout de suite. Ensuite, quand on a décidé d'action à effectuer sur un canal de communication en particulier, la phase qu'on oublie systématiquement, non, c'est pas systématiquement, mais souvent, c'est d'établir les process. Donc, quelles vont être les étapes à effectuer pour atteindre ces objectifs sur tel canal de communication. Le budget alloué, important. Quel délai? Est-ce que voilà, est-ce que c'est quelque chose, enfin, établir tout de suite, les objectifs sont donc temporellement définis. Qui fait le brief? Qui effectue les actions? Qui valide? Qui corrige? Qui met en ligne? Tout ça, ça va être important. Est-ce que vous faites ça en interne? Est-ce que vous faites appel à des prestataires externes? Dans ce cas-là, qui dit prestataire externe dit quand même quelqu'un en interne pour valider. Hein, et souvent, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a toujours des corrections, des modifications, des allers-retours à faire. Comment est-ce qu'on fait? En fait, c'est la question de la gouvernance qui se pose souvent, c'est qui va prendre les décisions dans ces actions de communication, qui va s'occuper de la gestion de projet, qui va faire le lien si vous avez différents prestataires. Vous avez pris une agence RP, vous avez une agence qui s'occupe de votre référencement. Il y a forcément des liens à faire entre les deux. Qui fait ce lien-là? Qui prend la décision de dire à ce moment-là, cet interlocuteur et celui-là vont devoir se parler. Et ça se définit en amont dans des process pour qu'ensuite le plan se déroule avec joie et avec facilité. Il y a énormément d'outils qui existent aujourd'hui, encore des outils digitaux, mais qui vont vous permettre de faciliter les process. On peut vous en citer certains, mais tous ces outils-là, je sais pas moi, des Trello, des Monday, des Notion, des choses comme ça qui vont faciliter la gestion de projet, qui vont faciliter la communication, mais même à l'intérieur de ces outils-là, ça demande aussi d'avoir une feuille de route. Moi, j'utilise beaucoup Trello avec mes clients quand j'ai de la rédaction web. Il y a un espace dans chaque Trello qui explique comment on utilise le Trello. Parce que si tout le monde commence à l'utiliser n'importe comment, finalement, on y perd complètement. Et c'est un peu, voilà, ça va être un peu psychorigide dès le début pour être sûr que le plan de communication se déroule comme il doit se dérouler et qu'on ne perde pas du temps inutilement, de l'argent du coup, et des délais qui se rallongent. Le but, c'est de dire qui fait quoi, comment, pour atteindre telle cible. Voilà, et d'avoir des choses qui sont extrêmement claires et précises pour savoir où on va et ce qui va nous permettre de savoir si on y arrive ou pas. Parce que, très important, il va falloir mesurer les retombées de nos actions. Qui dit retombées dit KPI. Les KPI, donc, qu'est-ce que vous allez mesurer? Donc ça, ils sont définis déjà dans vos objectifs. Si, je sais pas, je reprends l'exemple, je veux 60 abonnés sur ma page Facebook par mois, voilà, tous les mois, je vérifie, ok, je les ai, ou ok, ou non, je ne les ai pas. C'est très, très important d'avoir ce suivi-là. Et si vous faites appel à des prestataires, demandez-leur des suivis. On ne peut pas faire une action, par exemple, de présence de community management ou une action de référencement naturel sans fournir à son... On ne peut pas être une agence qui fait ça sans fournir à son client des reportings réguliers de voilà ce que ça a donné, voilà où on en est, voilà les actions effectuées, on a rempli, on n'a pas rempli, comment on fait ensuite pour améliorer les choses. Améliorer les choses, c'est donc le 6e point. Il n'y a pas, comme je disais, de recette miracle en communication en général et sur le web en particulier. Ce qui veut dire qu'il va falloir être en constante observation de nos actions et des retombées de nos actions pour savoir est-ce qu'on continue, ça marche bien, finalement ça ne marche pas ou pas comme on l'avait vu, on l'avait estimé. Pourquoi?
comment faire? Est-ce qu'il y a juste une petite chose à changer? Est-ce que finalement, il y a beaucoup de choses à changer? Est-ce que… voilà. Et donc, être en constante… on ne lance pas une campagne comme ça en disant « Hey, c'est bon, elle est faite !» En fait, ça ne se passe jamais comme ça. Ça a toujours une question d'adaptation ensuite. Donc, ça s'appelle la méthode itérative, mais là aussi, je ne vous apprends rien. Quelques conseils, et après, on va passer donc à la session de questions-réponses. Toujours trouver les bons interlocuteurs. Donc, soit vous les avez en interne, soit il faut faire appel à des prestataires externes. Mais c'est à vous de voir si vous souhaitez un regard général avec peut-être une agence plus généraliste ou des experts très pointus parce que vous voulez effectuer telle action très précise. Et dans ce cas-là, il va vous falloir la personne qui est vraiment spécialisée dans cette action précise. Et il va essayer de toujours trouver les bons interlocuteurs. Se former, alors, c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse, mais le but de se former, par exemple, de se former aux réseaux sociaux, au référencement, à l'emailing ou à ce que vous voulez, c'est pas forcément parce qu'on n'a pas les moyens temporels en termes de temps de tout faire, mais c'est au moins de comprendre. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir un devis d'une agence ou d'un freelance, enfin d'un prestataire, qu'est-ce qu'il me propose et est-ce que ça répond à mon besoin et est-ce que, voilà, rien que savoir analyser un devis pour comprendre, est-ce que ça répond à l'objectif que je me fixe, est-ce que ça me paraît cohérent ou pas, ça, on ne le sait pas si on n'est pas un peu formé à ces outils digitaux et je vous encourage fortement à le faire. Et enfin, on ne copie jamais la stratégie d'une marque. C'est complètement contre-productif, même si elle marche bien. Au mieux, on s'en inspire. Mais le but, c'est de se démarquer dans un univers concurrentiel. Et à partir du moment où quelqu'un le fait, si tout le monde reproduit, en fait, là où on voulait être audible, finalement, on est complètement contre-productif. On finit par se noyer dans la masse. Donc, il faut essayer de trouver qu'est-ce qui fait notre spécificité. Est-ce que, je ne sais pas moi, aucun de mes concurrents n'est sur Instagram? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que Instagram n'est absolument pas un média qui sera pertinent et cohérent par rapport à mon secteur d'activité? Ou est-ce que justement je peux me positionner sur Instagram parce que personne n'y est et je sais comment pouvoir performer et toucher une certaine cible? Et là, ça va me permettre de me démarquer et de permettre une expérience différente à ma cible. Voilà, hop, j'ai tenu ma demi-heure. Donc, merci. J'ai eu aucune question dans le chat, mais j'espère que vous en avez là. Et si vous avez des cas concrets à nous soumettre, des questions précises, ce serait intéressant du coup d'avoir cet éclairage, après ce côté très théorique, d'avoir un éclairage plus concret de votre part. Donc, vous pouvez prendre la parole, je pense, soit dans le chat, mais ou dans le… Moi, je veux bien poser la première question. C'est toujours la plus compliquée. Marine, tu parles de display. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre cette notion. C'est quoi? C'est des bannières, par exemple, qu'il y a sur des… C'est des bannières. C'est exactement des bannières, en fait, qui vont apparaître. En général, ça passe par Google, c'est pas obligé. Il y a le site, l'annonceur qui veut faire ça, qui veut diffuser une bannière publicitaire, et il y a un site internet qui veut se faire rémunérer, et du coup, il va ouvrir des espaces de son site à des bannières publicitaires. Et souvent, ça pas forcément, mais ça passe par la plateforme Google. Ça marche. On peut faire deux actions avec ça. Soit c'est je décide. Je vends des barbecues, excusez-moi, c'est pas du tout de saison. Je vends des barbecues et là, je décide d'afficher mes bannières sur les sites qui sont autour du jardinage, par exemple, etc. Donc là, je fais un ciblage par type de site internet. Mais je peux aussi faire du display en ce qu'on appelle le retargeting, le reciblage publicitaire. C'est-à-dire, je vends des barbecues. Je
et tous les gens qui vont venir sur mon site internet vont être traqués ensuite. Et quand ils vont aller sur un autre site, peu importe ce site-là, ils vont voir apparaître mon barbecue. Ce qu'on voit beaucoup avec les fringues, les chaussures, on regarde une paire de chaussures et après, peu importe sur quel site on va, on voit cette paire de chaussures qui apparaît. C'est typiquement du retargeting fait au moyen du display. D'accord. Et c'est intéressant parce que ça permet de… alors, ça dépend comment on fait. Donc, on a soit le coût par clic, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur la bannière, je serai débité d'une certaine somme. Soit au coût par 1000, c'est-à-dire à chaque fois, je paye une certaine somme pour 1000 impressions, 1000 fois où la bannière apparaît. Mais ça peut être intéressant en termes de notoriété de marque. Parce que si la personne ne clique pas forcément, ne clique pas, mais elle a quand même vu ma marque. Donc, ça permet de se rappeler à son bon souvenir et de prendre la place dans un univers. J'ai répondu à ta question, Claire? Oui, merci. Alors, Alice demande quels outils sont les plus adaptés pour la cible jeune quand on organise des événements à distance. C'est ultra difficile de répondre à cette question-là. Comme je disais, une cible jeune, quelle cible jeune, quelles sont ses problématiques, quels sont ses intérêts pour les événements, quel type d'événement, quelle position, jeune en recherche d'orientation. Moi, j'aurais tendance, mais bon, après, j'aurais tendance à, s'ils sont en recherche d'orientation, est-ce qu'ils sont en recherche active, c'est-à-dire est-ce qu'ils tapent leurs requêtes sur Google? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Dans ce cas-là, s'ils ne sont pas en recherche active, il va falloir les cueillir là où ils ont l'habitude de passer du temps. Ça peut être sur Instagram, ça peut être sur Snapchat, sur TikTok, j'imagine. Voilà, il faut savoir est-ce que c'est une recherche active ou il faut leur mettre sous les yeux notre proposition. Et dans ce cas-là, on va plus passer par des réseaux sociaux. On peut aussi passer par de la recommandation, de l'affiliation, si jamais ils ont l'habitude de passer par de passer du temps sur d'autres sites internet qui ne sont pas les réseaux sociaux. On peut passer des partenariats avec ces sites internet-là. Rémi, quid du retargeting sur les réseaux sociaux pour une entreprise B2B, pas trop intrusif d'aller sur un réseau perso pour du pro? C'est toujours la question, Rémi. Ça peut être, ouais. Je saurais pas trop quoi te répondre. En effet, Facebook, c'est plutôt vu comme du divertissement. Autant quand je vais sur LinkedIn en tant que professionnel, je sais que je vais parler business. Autant quand je vais sur Facebook, c'est pas pour parler business. Ça peut être reçu comme trop intrusif, mais on peut aussi se démarquer et si c'est pas la publicité, je sais pas comment dire, ça peut être juste quelque chose de pas une vente de produits spécifiques, mais plus pour gagner en notoriété sur la marque avec des contenus un peu différenciants. Et voilà, ce n'est pas un lien direct sur le produit en question. Je ne sais pas si je réponds à Virginie a une question. Oui, bonjour. Moi, je préfère poser ma question directement parce que c'est un peu plus compliqué d'écrire. Moi, en fait, je suis en recherche d'emploi, je suis graphiste. Vous m'entendez déjà? Parce que je n'ai pas de retour. Ok. En fait, je suis graphiste, je recherche un emploi. Et aujourd'hui, je me suis concentrée principalement sur le réseau LinkedIn parce que je pense qu'il a un énorme potentiel au niveau professionnel. D'ailleurs, je le vois, hein, j'ai beaucoup de contacts via ce réseau. Et comme je suis graphiste, j'ai déjà mon propre site portfolio. On m'a conseillé d'autres réseaux. Alors, j'ai une chaîne YouTube parce que je fais de la vidéo aussi. Ouais. Et on m'a conseillé Instagram. Alors, on m'a conseillé beaucoup de réseaux, mais j'aime pas justement me multiplier ma présence parce que ça demande beaucoup d'énergie, comme vous dites. Et moi, j'ai pas envie de passer du temps à entretenir des réseaux juste pour me montrer. Je préfère cibler quelques réseaux. Et justement, je voulais avoir votre retour concernant Instagram parce que je trouve que c'est pas trop facile pour mettre en avant son travail. C'est hyper orienté mobile, donc en fait, on peut pas trop intégrer le visuel directement depuis, par exemple, une interface ordinateur. Et moi, comme j'ai j'ai des visuels complexes en plus que je dois un petit peu argumenter, notamment quand je fais du design d'application mobile, il faut que je montre pourquoi je l'ai fait, quelle est la démarche, etc. Et je trouve qu'Instagram,
c'est pas forcément approprié, alors qu'on m'a dit quand même que les entreprises étaient beaucoup sur Instagram. Ouais, Donc, je moi, sais pas quoi faire, en fait. je trouve ça pour le coup approprié pour montrer son travail de graphiste, justement, et ça pourrait servir comme d'un portfolio directement. Alors oui, en effet, on ne peut pas publier a priori depuis un ordinateur sur Instagram, il faut passer par mobile, sauf si on passe par des outils de programmation. Alors, il y a des outils qui s'appellent Hootsuite, Buffer, Later qui permettent de faire ça. Mais maintenant, on peut le faire directement depuis Facebook. Alors, si vous avez une page professionnelle, enfin une page entreprise Facebook et un compte business Instagram, vous pouvez les lier. Et quand vous allez, la manip, je la fais de tête, quand vous allez dans Facebook sur votre page, vous allez aller sur outils de publication. Il y a un truc qui s'appelle le Creator Studio. Et sur le Creator Studio, vous pouvez programmer directement depuis l'ordinateur, donc soit publier tout de suite, soit programmer des visuels directs, donc depuis l'ordinateur. Et vous pouvez rentrer votre légende, vous pouvez mettre un lieu, mentionner des personnes, mettre vos hashtags. Et je trouve qu'Instagram, pour le coup, pour un travail visuel, puisque c'est du visuel à la base, Instagram est justement bien recommandé. Mais après, ce ne sera pas les mêmes contenus que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ce sera peut-être, voilà, ce sera des contenus à destination business, peut-être pour parler de son expérience d'entrepreneuriat, pour parler de ses nouveaux clients, pour parler, et peut-être qu'Instagram peut être quelque chose un peu différent et montrer plus des zooms sur certains projets, sur des choses. Voilà. Donc, ça après, moi, il y en a d'autres, hein, il y en a plein, il y a Behance, Dribbble, tout ça. Le problème, c'est qu'on s'y perd, en fait, il y en a tellement. Et alors, du coup, je crois que c'est pour les personnes qui peut-être n'ont pas de site internet. Si vous avez un site internet déjà qui ça reste du réseau. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de multiplier. Il suffit qu'il y ait un endroit où il y a un lien qui puisse être fait, justement, depuis LinkedIn, depuis Instagram, vers votre site ou votre Behance ou quelque chose. Et après, peut-être qu'Instagram peut être un endroit où vous pouvez zoomer sur certains aspects d'un projet. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, pourquoi j'ai fait ce choix-là, avec certains visuels. Ça peut être intéressant. Mais pour du visuel, Instagram, en effet, c'est moi, c'est surtout d'approcher des gens qui vont certainement me recruter. Enfin, je veux dire, je veux pas forcément… Parce que moi, j'ai déjà mon portfolio qui me sert à montrer mon savoir-faire. Oui, mais qui vient sur votre portfolio ? Les gens qui sont sur LinkedIn. Après, s'il y a des gens qui sont pas sur LinkedIn, mais il y a beaucoup d'agences qui sont sur Instagram et qui pourraient potentiellement avoir vent de vos travaux sans forcément passer par LinkedIn. Après, s'il n'y a pas le temps de le faire, ne le faites pas. Mais si jamais vous pensez pouvoir et puis ne faites pas la même chose qu'il y a sur votre portfolio et qu'il y a sur LinkedIn, trouvez un angle différent pour… D'accord. Ok. Bon, très bien, merci. Avec plaisir. Xavier, ROI et social media sont-ils compatibles ? Les social media, ça sert beaucoup à travailler sa notoriété de marque aussi, à interagir directement avec sa communauté. D'ailleurs, on le voit que, par exemple, ce qui est le plus poussé en ce moment par Facebook, c'est les groupes. C'est le fait que les gens, notre communauté, puissent parler de personne à personne et pas nous, en tant que marque, qui parlons. C'est plus horizontal, je ne sais pas si je suis claire, sur un groupe, alors que sur une page, c'est très vertical. C'est nous, en tant que marque, qui prenons la parole. Donc, les réseaux sociaux sont beaucoup sur la notoriété et le travail de sa communauté. Donc, en effet, c'est un peu difficile de savoir vraiment quel retour sur investissement on a. Et puis, quand je disais tout à l'heure qu'une métrique, ça pouvait être le nombre d'abonnés sur une page Facebook, c'est une métrique oui et non. C'était très simpliste de dire ça parce que finalement, il vaut mieux avoir 60 abonnés qui réagissent tous plutôt que d'avoir 5000 abonnés avec 60 seulement qui réagissent. Donc, parce que les autres ne sont pas intéressés, qui se sont abonnés, je sais pas, à un moment où il y avait un concours, ou pire, qu'on ait acheté sa communauté. Voilà, c'est pas du quali, c'est pas du quanti, c'est du quali sur les réseaux sociaux, je pense. Et c'est assez difficile en général de pouvoir… Ça se fait, hein, les gens qui sont experts là-dedans, ce qui n'est pas mon cas, ont peut-être des métriques et des KPI spéciaux pour voir le retour sur investissement. Mais en effet, souvent, c'est plus un travail de notoriété, de marque et de communauté. Si je réponds à la question, Xavier.
Tu as peut-être un avis aussi, toi, à donner. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont... Ou des suggestions, des choses que je n'ai peut-être pas abordées sur le panorama des outils digitaux aussi? C'est le moment du silence en visio. Ok. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres interventions, soyez pas timides. Alice, je vais faire de la pub sur TikTok en janvier. Est-ce que vous avez un retour d'expérience? Non, aucun, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en a un ici. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en réseaux sociaux et je n'ai aucun retour sur TikTok. Mais s'il y en a qui veulent prendre la parole, ce serait encore mieux qu'on ait cet échange. Mais je suis désolée, Alice. Bonjour, je me permets d'arriver sur la pointe des pieds. Bénédicte de Ludecal, je suis responsable de la commission des ateliers web, donc de la PACOM. On a co-construit avec Marine cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je ne pouvais pas être dispo avant. Pour ce qui est de TikTok, on avait fait un article sur un de nos ateliers web, justement, qu'on a fait l'année dernière, il me semble, donc peut-être à retrouver sur le blog de la PACOM. Et puis peut-être vous pouvez aussi prendre contact avec Jean-Yves Antini qui fait partie de la commission, qui lui travaille aussi tout ce qui est social média. Donc Antini, A-N-T-I-N-Y. Voilà, vous mettez le lien de l'article justement dans le... Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vous aviez des attentes particulières qui n'ont pas été forcément... Alors, Alissa, je lance un nouveau site à destination des jeunes en recherche au cursus de Bac à Bac+5. Est-ce bien de tutoyer dans les articles et descriptions? Là encore, il n'y a pas de recette toute faite. Ça va dépendre de son positionnement. Est-ce qu'on a envie de son positionnement de marque, de ses objectifs? Tutoyer, vous voyez, c'est souvent la question. De but en blanc, enfin, on ne peut pas répondre, ça demande une analyse plus précise. Oui, ça peut marquer une proximité, le fait de tutoyer, ça peut. Mais après, si c'est juste tutoyer et ne pas avoir cette proximité derrière dans la communication et dans la réponse, etc., c'est pas forcément bon. Tutoyer, ça peut être mal vu s'il y a des prescripteurs, je sais pas, par exemple des parents qui pourraient mal prendre le fait que ce soit pas sérieux entre guillemets. Donc en fait, tout dépend s'il y a vraiment qu'une cible, s'il y a plusieurs cibles, si le positionnement, est-ce qu'on a envie d'être un peu et par rapport aux concurrents, c'est des questions en effet qu'il faut absolument se poser en amont parce qu'il ne faudrait pas tutoyer un coup et vous voyez un autre coup, mais il n'y a pas de, je pense pas. Je ne sais pas si Claire a quelque chose à dire là-dessus. Je te vois, Claire. Mais je ne sais pas si tu as peut-être un éclairage à donner là. Moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Je me suis fait la même réflexion que toi pour les parents, que ça peut défriser un peu d'avoir un tutoiement systématique. Maintenant, je ne suis pas certaine que les parents aillent sur TikTok. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est s'il y a uniquement TikTok comme réseau social ou si Alice prévoit… Elle parle sur le site internet. Voilà, c'est ça. Prévoit d'autres supports, en fait. Alors moi, je peux répondre juste en tant que toute jeune ancienne responsable de la com dans une école de commerce. Donc clairement, notre cible, c'était les jeunes en recherche de cursus de Bac à Bac+5. Donc nous, clairement, vous voyez, mais parce qu'on est une institution et parce que effectivement, l'école était… quand elle prenait la parole, était dans le vouvoiement parce qu'elle pouvait répondre à plusieurs types de cibles. Maintenant,
on avait des prises de parole qui pouvaient être différentes en fonction de nos supports. Et par exemple, on avait créé un avatar sur Facebook qui, lui, tutoyait. Mais ça n'était pas l'institution. La page institutionnelle de la marque, elle, continuait de vous voyer. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous allez représenter. Et est-ce que la prise de parole, elle est vraiment à destination de l'étudiant? Et je pense que l'étudiant, voilà, il n'est pas dupe du tout de la façon dont vous vous adressez à lui. Et il attend, en fonction du contenu que vous allez proposer, du sérieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans quelque chose de « ouais, on se tape sur l'épaule, c'est cool, j'ai 18 ans, donc on peut se tutoyer ». Et en même temps, il est très affranchi des codes aussi. C'est un peu le paradoxe de cet âge-là, d'ailleurs. Donc, je pense que ça dépend vraiment de ce que vous allez proposer comme contenu et de vous, comment vous vous sentez par rapport à ça. Je pense qu'il faut aussi être très en cohérence par rapport à ce qu'on a envie de proposer comme image. Je crois que le terme de cohérence, c'est vraiment le terme central quand on travaille sa communication. C'est de diversifier, si on veut, les canaux, mais c'est toujours garder la cohérence. Et on ne peut pas, même si par exemple sur un réseau social, on va être un peu plus léger, avec un ton un peu plus proche de la cible que peut-être sur un site internet, on ne peut pas non plus faire un grand écart. Et et cette cohérence, elle se trouve parce qu'on a bien défini sa marque et parce qu'on a bien défini ses cibles. Et ça, c'est primordial. Voilà. C'est vraiment le maître mot, je pense, c'est la cohérence. Enfin, un des maîtres mots. Bonjour. Xavier, Bonjour, il fait froid chez moi, c'est pour ça. Je me permets une réaction sur TikTok. J'ai mis un petit peu de temps, je cherchais un chiffre. 1,5 milliard. C'est le nombre de téléchargements de l'application en 2019. Alors j'imagine, je ne sais pas si le chiffre est près du double en 2020. Ce qui est sûr, et c'est à peu près tous les acteurs le disent, c'est le moment ou jamais d'y aller sur TikTok. Il y a une réalité qui est celle des réseaux sociaux derrière. J'aime bien cette définition, elle n'est pas de moi. Les réseaux sociaux, c'est là où les marques vont à la rencontre des clients, leur serrent la main et embrassent leurs enfants. Il y a une prime à la proximité quand on va sur TikTok. Il y a une réalité de l'incarnation des marques, de capacité d'inspiration qui est sur ce canal, qui est démultiplié a priori aujourd'hui par rapport à d'autres. Je pense à Snapchat, je pense à Insta. Au-delà de ça, pour moi, il y a deux choses dans TikTok qui sont intéressantes. Alors, je n'en suis qu'un observateur. Aujourd'hui, ce n'est pas un canal que j'investis personnellement. J'aurais l'impression d'être un satyre à la sortie d'une école. Mais au-delà de ça, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est notamment l'utilisation de la musique. C'est un média, un canal qui est de l'ordre du divertissement, l'entertainment. Il ne faut pas y aller en se disant qu'on va, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, qu'on va vendre sa came, très clairement. Il faut y aller en étant dans une posture où on va créer du divertissement donc, et intéresser les gens. Donc il ne s'agit pas de parler de vous, il s'agit de parler des gens, en l'occurrence. Alors ça, c'est un précepte que je pourrais appliquer à pas mal de canaux de communication, mais notamment sur TikTok, il y a un enjeu qui est extrêmement fort d'entertainment, de divertissement et de capacité à amener les gens auxquels vous adressez dans une zone où vous les rendez disponibles à vos valeurs, vous les mettez dans un état d'esprit où ils seront prêts, s'ils ont envie de creuser sur votre marque, votre entreprise, d'aller chercher de l'info. Encore une fois, ça je pourrais le dire très certainement sur d'autres réseaux sociaux, mais c'est d'autant plus cristallisé sur TikTok. On est dans cet environnement où quand je vais sur TikTok, j'y vais vraiment pour m'amuser et pas pour entendre le discours classique des marques. Et quand les grandes marques, alors moi j'en ai une en tête, c'est notamment le New York Times qui a investi il y a un an le réseau.
quand ces grandes marques-là, le New York Times, grande marque d'autorité, grands médias d'autorité dans le monde, l'investissent, ils ne l'investissent pas juste avec leur position habituelle, ils y vont en prenant à bras-le-corps cette valeur d'entertainment sur TikTok, si mes souvenirs sont bons. Le New York Times avait mis en scène la confrontation d'un candidat aux élections américaines, donc c'était encore une fois en 2019, et d'un candidat aux élections sénatoriales pour contredire une fake news qui disait, selon les complotistes, que ces deux personnes étaient une seule et même personne. Ils avaient le même nom et ils avaient une furieuse ressemblance. The New York Times a mis ça en scène. Donc il ne s'agissait pas de montrer combien ils étaient sérieux dans leur traitement de l'actualité. Il s'agissait de traiter une partie de leur mission, savoir défausser les fake news et mettre en scène ça de façon rigolote, en utilisant une musique, un mème musical qui est utilisé sur TikTok. Et encore une fois, l'utilisation de la musique renforce cette proximité dans l'usage de TikTok. Et puis pour terminer, les chiffres, j'en ai retrouvé les chiffres d'opération, ils sont assez remarquables. 58,1 millions de vues en 48 heures pour une opération, pour une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle aussi, avec un hashtag challenge. 130 000 likes sur une campagne Walmart qui communiquait sur des promotions. En gros, on demandait aux consommateurs de mettre en scène leur étonnement face aux promotions de Walmart en supermarché. Ça donnait du grand n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffre? 515,5 millions de vues. C'est Microsoft, hein. Il y a de la puissance évidemment, mais pour une opération très classique qui vise à montrer comment on fait de la créativité, on produit de la créativité avec les tablettes graphiques Microsoft, les chiffres ils sont assez hallucinants. Donc oui, il faut y aller, mais il faut le faire bien et il faut le faire en considérant qu'on est là pour offrir un moment de divertissement et pas encore une fois pour délivrer un message de marque. Proximité, intimité, c'est tout ça qui est en jeu. Pardon, c'était un peu long. Non, mais c'est très intéressant. Mais c'est vrai pour TikTok en particulier, mais ce côté divertissement, c'est vrai pour tous les réseaux sociaux. Enfin, peut-être pas pour LinkedIn qui est vraiment business, mais où est-ce qu'on regarde le plus nos réseaux sociaux? C'est pas si je mets Instagram, c'est que je sais pas, moi, je suis dans un transport ou je suis aux toilettes en général. Enfin, il faut le dire. Donc, on n'est pas envie que une marque vienne nous vendre sa soupe à ce moment-là. On veut passer du temps et se divertir, en effet. Je ne veux pas que ce soit la dernière parole. Assume, Marine. Ok, j'assume, je l'ai dit. En même temps, comme tous les écrans sont noirs, tu ne sais pas où sont les gens. Non, je ne sais pas. Non, on vous a bien entendu. Merci, Clarisse. Est-ce que ça a répondu à vos questions, Alice? Alice nous a quittés. Alice dit merci. Donc, Ok. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on peut se dire qu'on va tous revoir sa stratégie et gagner en cohérence? Bon, bah écoutez, merci à tous. Merci Bénédicte pour l'invitation. Avec plaisir. Merci, Marine. Marine. Présentation. Ben, on vous souhaite une bonne journée. Salut Rémi. Une bonne journée pour ceux qui ne connaissent pas très bien la PACOM. Je pense que vous avez eu une petite présentation en début de webinaire par Odile sur la façon dont ce webinaire s'inscrivait aussi dans une campagne qui est là pour valoriser nos métiers. Donc, si vous avez des questions sur ce qu'est la PACOM, n'hésitez pas. On a notre AG qui aura lieu au mois de janvier. Il y a toujours plein d'événements qui sont d'ailleurs présents sur la homepage du site. Donc, quand peut-on s'inscrire pour l'adhésion 2021? Dès le mois de janvier, parce que je parle sous couvert de Sylviane qui doit être par là, mais là, je pense qu'on termine la session 2020. Donc, mais l'idée, c'est peut-être aussi de trouver des parrains, parce que pour
pouvoir intégrer l'association, il faut être coopté avec 2 parrains. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire connaissance avec les gens qui étaient peut-être là aujourd'hui et qui pourraient être susceptibles de devenir vos parrains. Voilà, et faire tout simplement télécharger le bulletin d'adhésion qui se trouve également sur le site internet de la PACOM. Voilà. Génial.